Y a-t-il un risque d'épidémie de coronavirus en France? Avec nous pour en parler, le professeur Frédéric Adnet, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde, où vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, près de Paris. Vous êtes aussi directeur médical du SAMU de la Seine-Saint-Denis, le SAMU qui, on le répète, a un rôle essentiel dans ces cas de coronavirus. Alors, première question, la situation prend-elle une tournure inquiétante selon vous en France ? Elle prend effectivement une tournure qui nous inquiète et pour lequel on n'est pas forcément très surpris, puisque nous avons à déplorer malheureusement le premier mort français. Mais au-delà qu'il soit français, ce qui nous inquiète, c'est que ce patient n'avait aucun facteur de risque d'abord pour développer la forme grave de la maladie et il n'avait pas, si vous voulez, les critères pour être suspect. C'est-à-dire qu'il ne revenait pas d'une zone où le virus sévit, comme le nord de l'Italie ou la Chine, et il n'avait pas des facteurs de risque qui sont liés au développement de la forme grave de la maladie, comme une baisse de ses défenses immunitaires ou un âge très avancé, puisque je vous rappelle qu'il avait autour de 60 ans. Ouais. Il était enseignant, alors ça a commencé au début des vacances, donc il n'a pas été en contact, semble-t-il, avec les élèves. Ça voudrait dire quoi? Que si ça avait été le cas, il aurait fallu mettre en quarantaine dans cet établissement tous les enfants? Très probablement. Il était en arrêt de travail, donc il n'était pas sur son lieu de travail pour plus de 14 jours, puisque son arrêt de travail était autour du 12 février. Donc il y avait 14-15 jours, qui est la période d'incubation de cette maladie. Je rappelle que cette maladie, sa période d'incubation est entre 2 et 14 jours. Donc pendant les 14 jours, il n'était pas en contact, il n'était pas sur son lieu de travail, ce qui rend très peu probable une contamination vers les élèves ou vers ses collègues. Sur une échelle de 1 à 10, comment placeriez-vous le curseur d'alerte en France? Alors, le curseur d'alerte, je le placerai quand même à un niveau assez élevé. On s'attend quand même à ce qu'on ait une épidémie en France. L'épidémie, il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête en Italie. Et on se prépare au niveau des hôpitaux, au niveau de la réponse sanitaire, à effectivement avoir dans les jours qui viennent beaucoup plus de patients à prendre en charge, à dépister, à traiter s'ils développent la maladie. Alors, on va parler de la manière dont ça se passe dans votre hôpital Avicenne, mais d'abord à Creil, donc le plan blanc, c'est quoi au juste? Alors le plan blanc, c'est, si vous voulez, une organisation hospitalière pour faire face à un afflux de patients, un afflux de victimes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on va changer la programmation des patients, on va déprogrammer des patients, on va rappeler du personnel, on va ouvrir des services, on va ouvrir des lits, on va faire une cellule de crise hospitalière pour gérer et se préparer à un afflux massif de patients. C'est un plan qui est prédimensionné, préécrit, qu'on applique dans ces situations de crise sanitaire. Et on annule les opérations non urgentes, personnel hospitalier mobilisé. Alors la France est-elle prête à faire face à une éventuelle épidémie? Ce n'est pas l'avis de Marine Le Pen, opposante au président Emmanuel Macron, président du Rassemblement national. Je lui expliquerai qu'il m'apparaît nécessaire de faire je vais lui poser des questions sur les chaînes d'approvisionnement, et notamment les chaînes d'approvisionnement de médicaments et de masques, parce que je pense que c'est essentiel quand on sait que 80% des principes actifs viennent d'Asie et de Chine, et que le danger d'une pénurie de médicaments n'est pas écarté à court, de certains médicaments bien sûr à court ou à moyen terme. Et puis j'évoquerai avec lui les mesures, je proposerai les mesures que je considère comme nécessaires en termes de réduction de la circulation en provenance, notamment des régions qui sont des foyers d'épidémie du coronavirus. Voilà ce que Marine Le Pen dira demain à Emmanuel Macron, le président qui reçoit les chefs de file des partis politiques en France. Professeur Frédéric Adnet, elle a raison, Marine Le Pen, il y a un risque de pénurie de masques, notamment de médicaments. Alors je crois qu'il ne faut pas affoler la population. D'abord, en Chine, la situation a l'air de se stabiliser. Le nombre de nouveaux cas est en constante diminution depuis pratiquement 2 semaines pour atteindre pratiquement maintenant un nombre de nouveaux cas pratiquement négligeable par rapport à ce que ça l'était il y a 15 jours, 1 mois. Donc ce qu'on a l'impression, c'est que l'épidémie en Chine est en train de se stabiliser, voire de régresser. En ce qui concerne une pénurie de médicaments, effectivement, beaucoup de principes actifs viennent de Chine, mais on n'en est pas encore là. En tout cas, à mon niveau, au niveau de mon établissement hospitalier, je n'ai pas remarqué de pénurie de médicaments à l'heure actuelle. Je n'ai pas une boule de cristal, mais on ne m'a pas envoyé de message d'alerte sur une éventuelle pénurie de médicaments.
Ouais. Au niveau des masques, bien sûr, on va essayer de lutter sur un affolement général de la population qui irait acheter et stockerait des masques simplement sur des arguments. Rappelons d'ailleurs que le masque ne protège pas, mais qu'il évite éventuellement de contaminer ses proches et ses voisins. Professeur, vous avez les deux casquettes, on l'a dit, le SAMU en Seine-Saint-Denis et puis l'hôpital Avicenne, les urgences. On rappelle la règle, il ne faut pas se rendre aux urgences, il ne faut pas aller voir son médecin généraliste, il faut aller plutôt appeler le 115. Hein. Alors il y a deux cas de figure. Soit vous avez un problème de santé et que vous avez peur d'avoir le coronavirus parce que vous revenez d'une région à risque ouais. Et qu'en plus vous développez des symptômes. Donc vous avez un problème de santé. À ce moment-là, il faut appeler le 15. Soit vous avez un problème, on va dire, administratif ou un problème où vous voulez avoir des renseignements sur le coronavirus. À ce moment-là, il faut appeler le numéro vert national ouvert et qui pourront répondre à ce type de questions. Il ne faut surtout pas mélanger les deux. La santé, c'est le 15 et les renseignements sur le coronavirus, c'est le numéro vert. On assiste actuellement, malheureusement, quelquefois à des demandes au SAMU qui ne sont pas des demandes de santé, qui encombrent un petit peu nos standards. Ouais. On va d'abord écouter Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement français, et ensuite j'aurai une question pour vous sur la graduation dont vous parliez. Quelle est l'étape d'après le plan blanc? Mais d'abord, Sibeth Ndiaye. Il n'y a toujours pas d'épidémie en France. C'est un premier point. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque épidémique. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, le ministère de la Santé, le système sanitaire français se prépare à l'éventualité fort possible, je dois le reconnaître, qu'il y ait une épidémie en France. Vous l'avez dit, cette épidémie, elle viendra. À partir de quand parle-t-on d'épidémie et quand ce sera avéré? Quelle sera l'étape d'après en termes de... Alors l'épidémie, c'est un phénomène progressif. Ça commence par des foyers épidémiques et on a vu par exemple un petit foyer épidémique dans les Alpes récemment avec une quinzaine de patients qui étaient simplement positifs. Une épidémie, c'est quand on ne peut plus contrôler, c'est-à-dire que dans n'importe quelle région de France, il y a des patients qui vont développer, qui seront positifs à cette maladie. Exemple aujourd'hui, la grippe saisonnière. Exactement. À la grippe saisonnière actuellement, toute la France est en rouge, est en phase épidémique. Donc on n'en est pas du tout encore là, mais on ne peut pas, comme on l'a vu en Chine ou en Italie, on ne peut pas négliger ce risque. Ce risque est bien réel et de plus en plus probable, puisque maintenant on a des patients qui développent la maladie alors qu'ils n'ont plus aucun lien avec les régions où l'épidémie progresse ou est toujours existante. Donc ce risque, il est, si vous voulez, réel, on s'y prépare, mais on n'est pas encore en phase épidémique en France. Et l'étape d'après, ce sera quoi après le plan blanc? Quand on sait qu'il y a épidémie, on fait quoi? À part rappeler les règles d'hygiène, se laver les mains, éviter peut-être aussi de contact. Tout ça, c'est valable même hors épidémie. Oui. Donc d'avoir ces mesures d'hygiène, c'est fondamental. Ces mesures d'hygiène, c'est les mêmes que celles pour la grippe. Se laver les mains, utiliser les solutions hydroalcooliques et lorsqu'on est malade, utiliser un masque chirurgical pour éviter d'infecter ses proches. Alors qu'est-ce que ça veut dire une organisation sur une situation qui deviendrait nationale? C'est de préparer au niveau national les hôpitaux à la réception de tous ces patients, à la détection de cette maladie. Mais ça, c'est prévu dans le plan qu'on appelle le plan Orsan-Areb, qui est un plan spécifique aux risques épidémiologiques et biologiques et qui prépare toutes les structures hospitalières à recevoir ces patients. Les laboratoires vont s'équiper et de plus en plus d'hôpitaux à l'heure actuelle s'équipent pour pouvoir faire le test diagnostique pour savoir si le malade porte ou non le coronavirus. Et bien sûr, les services de soins intensifs, les services de maladies infectieuses vont se mobiliser pour libérer des places et pouvoir accueillir ces patients. Alors élargissons un peu, puisqu'on sait qu'en Europe, c'est l'Italie qui est le pays le plus touché. À l'échelle du monde, c'est bien entendu la Chine. Il y a cette polémique sur le match de football ce soir entre Lyon et la Juventus de Turin. 3000 supporters venant d'Italie, alors que l'on met des enfants français de retour de la péninsule en quarantaine. On voit très bien que ça devient une affaire politique. Mais médicalement, faut-il, oui ou non, fermer les frontières et empêcher ses supporters de venir? Alors la problématique des écoles et du match de football n'est pas la même. La problématique des écoles, c'est des enfants qui clairement étaient dans une zone où sévissait l'épidémie, donc le nord de l'Italie, et on les empêche d'aller à l'école, non pas pour les protéger, mais pour éviter la transmission du virus entre les enfants. On sait que les enfants ne développent pas la forme grave de la maladie. Oui. Mais ce qui est important, c'est qu'on sait que l'école est un lieu propice à la transmission du virus. Et donc le danger, c'est qu'ils transmettent ensuite le virus à leurs proches, à leurs parents, à leurs grands-parents. Et là, ça serait effectivement une situation, on va dire, assez ennuyeuse au niveau sanitaire.
Pour le match Turin-Lyon, écoutez, Turin ne fait pas partie des zones rouges où Mais le les supporters virus... viennent de partout. Oui, Je crois que c'est le club qui, dans le monde, a le plus de supporters. C'est ce qu'on dit. Mais je n'ai pas du tout été contacté Ouais. sur le risque sanitaire lié à ce match. Je pense que ceux qui ont pris cette décision de ne pas empêcher ce match avaient des arguments forts et que la majorité des supporters de la Juventus viennent de Turin ou de son alentour, qui est situé quand même à 200 km de la plus proche région où l'épidémie sévit. Mais au-delà de ça, que faire? Les pays frontaliers de l'Italie se sont réunis hier à Rome, pas de fermeture de frontières. Vous, Non, en tant que professeur, oui, ça sert à rien. quelles mesures préconiseriez-vous? Des contrôles aux aéroports, à défaut de fermer les frontières, la prise de température? Les contrôles de température, scientifiquement, ça ne sert à rien. On peut très bien avoir la maladie et ne pas avoir de température, et on a souvent la température alors qu'on n'a pas la maladie. Donc, toutes les études ont montré que le dépistage systématique de la température, à part l'impact et le fait que ça rassure les passagers d'avion ou les voyageurs, ça n'a pas, si vous voulez, d'impact sanitaire réel. Ce qu'il faut faire, c'est d'appeler le 15 quand on a un problème de santé, et là on a un questionnaire très très solide, actualisé tous les jours, et on va savoir si le patient est susceptible ou non de porter la maladie. Le chef de la mission de l'Organisation mondiale de la santé en Chine disait hier que le monde n'était clairement pas prêt à faire face à une éventuelle pandémie. C'est assez inquiétant tout de même, parce que là on parle de la France, de l'Italie ou de la Chine, mais dans un monde globalisé, que fait-on? L'Afrique notamment est vulnérable. Pour l'instant, seule l'Égypte et l'Algérie est touchée avec un premier cas hier, un touriste italien. Je pense que dans le message de l'OMS, il faisait surtout référence que les niveaux sanitaires et les niveaux de réponse sanitaire ne sont pas égaux dans tous les pays. Et effectivement, on ne peut pas comparer un pays comme la France où, si vous voulez, la réponse sanitaire, les plans d'organisation face à un danger sanitaire n'a pas du tout le même niveau, malheureusement, qu'un pays d'Afrique ou un pays qui aurait un niveau beaucoup plus bas, comme quelques pays, par exemple, au Moyen-Orient. Donc, je crois que c'est en ça que le message de dire que le monde n'est pas préparé, c'est qu'il y a des disparités énormes entre nos pays. Nous, on a un système sanitaire assez solide, avec la particularité en France d'avoir un système préhospitalier médicalisé qui fait un premier filtre avant de pouvoir désorganiser l'hôpital. Et c'est ça qu'a sert le SAMU. Le SAMU empêche les patients de venir désorganiser l'hôpital. Merci beaucoup, professeur Ney. On le voit sur cette carte. 41 pays ce soir touchés. Derniers en date, le Brésil et le Pakistan qu'il faut ajouter donc à cette carte. Vous le voyez, les pays en rouge, 41 au total désormais. Merci beaucoup, professeur, De rien. de nous avoir donné des informations précises sur ce risque d'épidémie.